Waouh, on est très content qu'il y ait une manif à côté parce que sinon on n'aura pas assez de place dans cette salle. Merci beaucoup pour votre intérêt. On est vraiment content parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Nos deux associations, et on est très content aussi de pouvoir collaborer ensemble parce qu'on est dans un contexte où le droit d'asile et aussi le droit au regroupement familial est sous attaque constante. C'est compliqué sur tous les fronts, sur le front recherche de fonds, sur le juridique, sur les objets au Parlement. Du coup, ce qu'on fait, c'est d'être ensemble, de lutter ensemble et de collaborer au mieux pour faire face à cette nouvelle réalité. Alors, du coup, ce soir, c'est Elisa Asile et ODAE Roman. Elisa Asile, c'est une association de conseil juridique aux réfugiés genevois. Depuis 40 ans, on existe. Notre anniversaire, c'est l'année prochaine. Mais on était toujours aussi en lien avec la cité. C'était important aussi de vulgariser le droit, de faire participer Genève aussi à la lutte de défense pour les réfugiés. Du coup, on est aussi vraiment très content que vous soyez là ce soir. Depuis maintenant 3 ans, on a un projet qui est aussi soutenu par l'État de Genève qui s'appelle Réunir, qui justement travaille la question du regroupement familial. Alors ça implique d'un côté accompagner les personnes qui cherchent à se réunir avec leur famille, qui est une procédure de plus en plus compliquée d'un point de vue juridique mais aussi administratif. Alors on a, allez-y seulement. Alors du coup, on a un accompagnement qui commence déjà avant le dépôt du dossier parce que ça nécessite l'intégration, ça nécessite des démarches administratives, etc. Mais à côté de cet accompagnement individuel, il y a aussi une partie de formation, de mise en réseau, de collaboration avec le réseau et aussi de sensibilisation. Et ce soir-là, c'est aussi notre moyen de un peu transmettre qu'est-ce que ça veut dire d'être séparé de sa famille, qu'est-ce que c'est cette réalité des personnes réfugiées et qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi peut-être. Voilà. Et puis on est content d'avoir notre partenaire, l'ODAE Roman, ici aussi, avec lesquels on travaille beaucoup, notamment avec votre magnifique rapport que vous allez présenter aussi ce soir. Ouais, donc merci. Donc oui, l'Observatoire roman du droit d'asile et des étrangers, l'ODAE Roman, c'est une petite association qui a une quinzaine d'années d'existence et qui a pour mission justement de visibiliser les obstacles, tout ce qui se dresse sur le chemin des personnes migrantes, qu'elles soient dans l'asile ou hors de l'asile. Des choses qui sont très souvent invisibles, très souvent sous les radars et qu'il est important de visibiliser. Alors nous, on travaille, comme vient de dire Marc, avec des associations de terrain. C'est pour ça qu'on est proche d'Elisa Asile, du CSP, de Caritas et d'autres de ces bureaux d'aide juridique, mais aussi d'autres professionnels qui nous font remonter des situations qu'on analyse, qu'on rédige sous forme de cas, qu'on publie. Alors, vous pouvez retrouver tout ce qui est notre documentation sur notre site internet, par exemple, et on produit très régulièrement des documents papier, comme effectivement le rapport qu'on sort ce soir, que vous pouvez retrouver librement à la sortie. N'hésitez pas à le prendre, à le diffuser, et qui, pour le coup, s'intéresse effectivement à la question du regroupement familial, aux obstacles en termes durant la procédure, les impacts des délais notamment, les impacts des conditions impossibles pour réaliser ce regroupement familial, qui est très variable suivant les permis, dans l'asile comme en dehors de l'asile. Et je pense que tout au long de la soirée, vous verrez ça plus en détail. L'autre partie de ce rapport qui nous importait aussi beaucoup, c'est de visibiliser l'impact que ça a sur les conditions de vie des personnes, des enfants avant tout, mais aussi de leurs proches, en termes justement d'éloignement, d'impossibilité de grandir en famille, bien souvent, mais aussi le stress, l'impact très lourd que ça peut avoir, notamment sur la santé mentale, que cette attente de pouvoir enfin réaliser un regroupement familial, retrouver son ou sa parente. Voilà, on se réjouit de cette soirée. Il y a encore quelques places là tout devant, si vous préférez. C'est une chaise plus confortable, mais plus proche de l'écran. Voilà, comme Aude l'a dit, on reste des petites structures. Alors, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais comment je peux vous soutenir ?» ou « Est-ce qu'il y a une entrée ?» Ce que vous pouvez faire, c'est devenir membre de nos associations. Soit de l'ODE, soit de Elisa Asile. Vous avez des petites flyers aussi à la sortie, avec grand plaisir de nous soutenir de cette manière.
2 mots sur le film. Alors, c'est pas un film sur vraiment le regroupement familial. Ça accompagne des familles ou des personnes afghanes. Mais une réalité qui est toujours présente avec ces personnes tout au long du film, c'est la séparation. Et cette séparation, elle n'entre pas toujours dans le cadre juridique. C'est pas du tout un film juridique qui parle de ces procédures et tout ça, mais vous allez voir, tout le long de l'histoire, cette séparation avec des enfants, du mari, des oncles, elle est présente. Et du coup, ça vous peut-être transmet un peu la réalité de ces personnes qui vivent en séparation constante. Et ensuite, on va tout discuter de tout ça autour d'une table ronde. On a la grande chance de présenter Raphaël Ray, qui est membre du comité de l'ODE et aussi chargé d'information au CSP, qui va un peu poser des questions à des intervenantes précieuses qui sont là ce soir. On a la chance de notre juriste Mélissa, qui va pouvoir aussi répondre à des questions juridiques. On a la chance d'avoir aussi Ibrahim Abdelkader qui est là, qu'on a accompagné de cette procédure et qui peut aussi un peu témoigner que ce que ça fait aux gens. Et en fait, si on parle de ce que ça fait aux gens, une personne qui sait aussi ce que c'est Sophie Derieux, qui accompagne ces personnes aux HUG, qui connaît très bien aussi la souffrance que ça peut créer, la longue attente, la séparation. Voilà. Et puis, le public, n'hésitez pas aussi de prendre la parole, partager des expériences, poser des questions. Alors, merci beaucoup pour votre présence et bon film. Bonsoir tout le monde, je crois qu'on est au complet maintenant. J'ai le plaisir d'accueillir du coup pour cette discussion Abdelkader Ibrahim, Sophie Derieux, médecin adjointe à l'unité santé asile et réfugiés des HUG, et puis Mélissa Berthold, juriste à Elisa Asile. Peut-être comme ça pour un premier tour de parole, je voulais vous demander si vous aviez une réaction sur ce film, un ressenti, une réaction à chaud. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie parce que c'est trop frais, vous pouvez tout à fait décliner l'invitation. Bonsoir, je m'appelle Abdelkader Ibrahim, je suis ressortissant érythréen, réfugié. Et oui, et cet film, ça me rappelle de mon arrivée en Suisse et il raconte tout à fait la réalité des réfugiés ici en Suisse. Peut-être j'ai pas vécu tout à fait la même chose, mais ça me rappelle de mon arrivée, l'hébergement collectif et c'est-à-dire penser toujours à l'asile et aux papiers. Aussi l'attente dans quelque chose insure, on ne sait pas la réponse et toujours on attend et on ne sait même pas si on va rester en Suisse ou si on va continuer le voyage et c'est des réponses qui prennent du temps et des années, 3 ans, 4 ans même après d'être obligé de quitter la Suisse et recommencer des autres pays. Donc cette film, je trouve qu'elle a résumé vraiment la réalité du réfugié, en tout cas surtout ici en Suisse. Et donc cette film, oui bien sûr, ça m'a touché, ça m'a rappelé des années qui ont suivi mon arrivée. Merci. Peut-être vous partagez le micro et on partage, oui. Si ça va pour vous. Oui, alors à titre personnel, j'ai beaucoup aimé le film. Nous, en qualité de juriste, c'est vrai que souvent on a une certaine distance professionnelle avec nos mandants et mandantes qui traversent des histoires similaires à celles qu'on a vues dans le film. Et ce film nous a vraiment permis de plonger dans l'intimité et dans le quotidien des gens, donc dans tout ce qui se passe avant et après les entretiens qu'on a avec nos mandants et mandantes. Et je trouve que c'est vraiment ça la force du film, de vivre vraiment leur quotidien à leur côté, d'une manière que je trouve très sensible et aussi très honnête. Donc pour moi ça c'était vraiment quelque chose de très réussi. Et aussi le côté sensibilisation du film, je trouvais
très important parce que nous, on essaye depuis des années de sensibiliser sur les thèmes du regroupement familial. Et puis, c'est vrai qu'on le fait avec des articles, des rapports, des conférences, etc. Et le film, je dirais ce film, mais aussi le 7e art en général, a cette capacité de transmettre de manière directe et efficace un propos qui est, à notre sens, problématique en Suisse. Voilà. Moi, je pense que je parle avec ma casquette de médecin. Et ce qui me frappe dans ce film, c'est non seulement une expression parfois de désespoir qu'on sent vraiment, hein, avec ce côté mais il n'y a plus rien à faire, et la dame qui se rase la tête, et on en a vu des patients qui se rasaient la tête, et puis en même temps une espèce de force de vie qui anime les gens et qui fait que ça continue. C'est-à-dire que cette femme, elle ne s'est pas suicidée, son mari non plus, la petite va à l'école, et ça finit pas toujours aussi bien. Là, c'est vrai qu'ils ont eu de la chance, ça s'est bien terminé. Sommaruga a été le Deus ex machina, ça a débloqué tout. Et puis l'autre qui fait le choix de retourner en Iran, ça je n'ai pas très bien compris toute la jurisprudence, parce qu'il me semblait qu'il y avait, c'est un retour volontaire, normalement il n'y a pas de retour non volontaire en Iran, mais peut-être qu'il disait que de toute façon il n'avait pas le choix, et qui finalement repart, se refait 10 fois le passage de la frontière. Les dernières images sont particulièrement frappantes, et c'est bien documenté, hein, ces pratiques de pushback, alors à la frontière turque, mais à la frontière croate, enfin dans plein de frontières, les camps en Libye, c'est aussi un peu moins documenté d'ailleurs, mais on sait ce que vivent les gens. Et malgré tout, il y a une espèce de force qui continue, et que nous, dans notre unité, je crois que tous nos collègues, moi-même, Cyril qui est là aussi ici, qui est notre psychiatre consultant, on essaye d'alimenter tant que faire se peut, mais ça ne s'alimente pas toute seule, cette force. Et je pense qu'il y a aussi, et on voit, alors on connaît moins bien, parce que enfin en tout cas moi je connais moins bien passer la Suisse alémanique, mais un soutien par la société civile, le jeune là qui se retrouve chez les scouts suisses allemands, ça paraît un peu irréel, mais il est là-dedans, il échange avec des enfants, la mettrait la fête à l'école, etc. Et ça, je pense que c'est des éléments positifs. Et puis il y a quand même aussi le discours du nationaliste, on ne sait pas trop de quel parti il est, comme ça. Et ça, c'est aussi assez surréaliste avec la dame afghane qui l'applaudit. Je pense qu'on peut se douter du parti quand même un petit peu. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour simplement ce tour difficile, moi je trouve, de réagir comme ça à chaud sur un film. Pour la suite de la discussion, on voulait quand même se concentrer. Il y a plein de choses dans ce film, il y a plein de thématiques qui sont abordées, autant du quotidien que de ce qui se passe au niveau des procédures d'asile. Pour cette discussion, on voulait quand même se concentrer sur la question de la séparation des familles, et du difficile et souvent impossible regroupement familial. Et peut-être qu'Abdelkader, je vais te passer la parole au début pour que tu nous racontes ton parcours et surtout ton parcours de regroupement familial. Oui, le regroupement familial, c'est un thème qui me touche profondément, parce que avec le procédure de regroupement familial, j'ai vécu 7 ans en Suisse. Ça fait 9 ans que je suis en Suisse, 7 ans je suis passé, 7 ans juste pour le regroupement familial. Je viens d'être revenir avec ma famille il y a juste 4 mois. Et tout a commencé quand la Suisse m'a accordé l'asile. J'ai tout de suite déposé ma demande de regroupement familial asile, de regroupement familial facilité. Et parce que quand je suis arrivé en Suisse, j'étais déjà marié. Mais quand j'ai déposé ma demande de regroupement familial, la demande était refusée parce que la Suisse a considéré qu'on n'était pas séparés par la fuite, parce qu'on n'était pas séparés en retrait. Pourtant qu'on a quitté les retraits ensemble, mais on était séparés au Soudan. Et là, le CM a vu qu'on n'était pas séparés par la fuite, donc le regroupement familial a été refusé. Donc ma femme a dû rester où elle était, et moi ici. Et je me suis renseigné. Ce que j'ai dû faire, c'est de faire un regroupement familial indépendant financièrement. Et ça, comme vous le savez, c'est pas facile de trouver tout de suite de travail à Genève, surtout quand on a un statut réfugié. Et donc, je me suis formé, et j'ai obtenu mon CFC Carlo. Ensuite, j'ai signé mon contrat de travail, et là, j'ai redéposé une nouvelle demande de regroupement familial.
j'étais soutenu par un avocat privé qui était payé en pensant que les avocats privés, c'est-à-dire ils font avancer les choses plus vite et qu'ils sont entendus aussi, mais ce n'était pas le cas, ça a pris le temps aussi. Finalement, j'ai reçu l'autorisation de regroupement familial, mais c'est-à-dire là aussi j'avais une surprise. Ma famille était au Soudan, et l'ambassade ici a fermé ses portes au Soudan parce que la guerre est déclenchée pendant les procédures. Donc il était déménagé à Nairobi et là j'étais informé que je pouvais récupérer les visas à Nairobi, pas au Soudan parce qu'il n'y avait pas de l'ambassade. Et comme je vous ai dit, là aussi c'était un autre schéma. Et là aussi pour moi c'était oui mais non, parce que ma famille ne possédait pas de documents de voyage du tout. Et ça c'était clair même pendant la procédure. Et comment aller au Kenya? Et c'est pas facile aussi de déplacer illégalement, surtout dans les régions de conflit. Soudan, Éthiopie, c'est toutes des régions de conflit. Donc finalement, on a dû y aller illégalement. On est arrivé au Kenya. Finalement, à la soutien d'Alisa Azid, la procédure était sollicitée finalement et la famille est arrivée en Suisse. Aujourd'hui, je suis revenu avec ma famille. Mais 7 ans, pourquoi 7 ans? 2018 à 2025, tu as attendu la possibilité de se recouper. Mélissa, au sein d'Elisa Asile, donc, vous accompagnez beaucoup de familles, beaucoup de personnes dans ces démarches de regroupement. C'est toujours aussi compliqué et long? Oui, alors effectivement, c'est un véritable parcours du combattant. Après, pas tous les dossiers sont pareils. Il y a beaucoup d'hétérogénéité et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent complexifier le dossier. Les premiers obstacles, ils sont dans la loi, dans le sens, c'est un peu des obstacles qui sont plus visibles, parce que par exemple, le fait qu'il y ait un délai d'attente pour les permis F, avant c'était 3 ans, maintenant c'est des 2 ans, ça figure dans la loi, donc déjà ça c'est un premier obstacle. Ensuite, il y a un autre qui est très important et qui est souvent présent, c'est le fait qu'il faut être capable de couvrir les charges de la famille, donc avec un revenu. Donc ça signifie aussi avoir un travail. Et déjà ça, c'est pas simple, parce que ça veut dire aussi devoir apprendre la langue comme on parle ici, ça veut dire devoir s'intégrer dans un réseau. Et donc déjà, ces conditions-là, elles sont extrêmement difficiles à remplir pour des personnes en plus qui ont un parcours migratoire très difficile. Donc ça, c'est les premiers obstacles. Mais après, il y a tout ce qui n'est pas vraiment visible. Et là, c'est vraiment des obstacles qui sont plutôt connus par les personnes qui travaillent sur le terrain et par nous les juristes. Mais en fait, en plus de tout ça, il y a d'autres obstacles, comme par exemple au niveau des ambassades, au niveau des documents qu'il faut récolter pour pouvoir être identifié au moment où on arrive à l'ambassade. Je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de cas différents, mais je ne veux pas que ça devienne trop technique, mais des fois c'est vraiment des choses très simples, comme par exemple une femme seule en Afghanistan qui doit passer la frontière pour aller au Pakistan parce que l'ambassade se trouve au Pakistan. Déjà juste effectuer ce voyage est extrêmement dangereux et impossible pour une femme seule, donc on voit que les obstacles peuvent être vraiment pluriel, et puis des fois on se retrouve avec des dossiers qui sont très complexes, comme celui de Abdelkader qui est un exemple. Juste revenir sur cette distinction qu'on voit bien dans le film où ils disent on a reçu une admission provisoire et puis du coup on doit attendre 2 ans, ça tu l'as dit, mais qu'est-ce qui différencie ça du fait d'avoir un statut de réfugié par exemple? Oui, alors quand on a la qualité de réfugié, il y a aussi la possibilité de passer par une voie soi-disant facilitée. C'est la première voie qu'avait essayé Ibrahim, qui est plus rapide. Il y a moins de documents récoltés et puis surtout il n'y a pas l'exigence de l'indépendance financière. Donc ça c'est une possibilité, mais comme il l'a bien dit, il y a aussi des conditions à remplir. Et si par exemple il n'y a pas eu de séparation au moment de la fuite, donc cette possibilité tombe et on retourne à la voie ordinaire. Donc on a certains avantages si on a la qualité de réfugié plutôt que l'admission provisoire, mais c'est pas non plus tout simple. Donc voilà. Et puis
j'en profite pour demander, vu que on a une juriste sur le tabouret, il n'y a pas de table, mais voilà. Là, dans le film, on voit que Sommaruga débloque quelque chose, un peu juridiquement, qu'est-ce que tu imagines qui s'est passé? On parle à certains moments de ces fameux visas humanitaires, et puis je voulais juste peut-être faire un petit point sur cette autre démarche qui très rarement aboutit. Il y a aussi d'autres possibilités à part le regroupement familial. Le visa humanitaire, donc c'est pas seulement pour les personnes qui font partie du noyau dur de la famille, ça peut être aussi d'autres constellations, mais c'est une voie qui est extrêmement rare parce que les chances de succès en pratique elles sont très basses. Mais c'est effectivement pour des personnes qui ont un lien avec la Suisse, ça c'est le premier critère. Et le deuxième, c'est que la personne doit être en danger imminent. Et ça, il faut le prouver de manière circonstanciée. Et les dossiers vraiment qui rentrent dans cette définition sont extrêmement rares. Donc je tiens à le préciser parce qu'on pense souvent que ça va être un peu la voie miraculeuse qui va sauver le dossier. Et ce n'est pas le cas. Donc il faut être réaliste. Et toi, Sophie, tu accompagnes aussi beaucoup de personnes qui sont dans ces moments de séparation, et même sûrement des fois après, quand le regroupement s'est fait. Est-ce que tu arrives à nous apporter un éclairage un peu médical, si j'ose dire, sur ce genre de situation? Oui, peut-être d'abord ce que j'aimerais dire, et je le dis à mon nom propre, là pour le coup, c'est pas la parole des HUG, c'est que je pense qu'il y a vraiment une forme d'hypocrisie dans ce système. Vous n'avez pas cité ce nom-là, mais si on prend par exemple la situation de l'Afghanistan, mais ça pourrait s'appliquer aussi à l'Érythrée, les femmes qui arrivent jusqu'ici et qui demandent l'asile, elles ont pratiquement toutes le statut de réfugié. Et donc, y compris si leur mari était déjà là avec un permis d'admission provisoire, tout à coup, le mari, moi j'ai le cas d'un patient comme ça, il a obtenu statut de réfugié au bout de 10 ans, parce que finalement, mais après des efforts, après 10 ans d'efforts, c'était pas 7, c'est 10, sa femme et ses enfants ont pu venir d'Iran. Donc il y a quelque chose d'extrêmement hypocrite, parce qu'une femme qui vient d'Afghanistan, qui demande l'asile en Suisse, elle a le statut de réfugié quasiment automatiquement, et Dieu merci, j'entends, il y a vraiment des raisons de l'avoir. Par contre, quand elle est en Iran et que son mari est ici et qu'il a une admission provisoire, il ne peut pas la faire venir, parce que le visa humanitaire, il faut vraiment, et on a plein de cas, c'est vraiment tragique, vous le soulignez, mais des circonstances où on dit non, mais finalement, est-ce qu'elle a assez souffert? Et nous, on estime qu'elles ont assez souffert. Les maris, évidemment, estiment ça également. Mais finalement, il n'y a pas assez. Et puis, on imagine, et ça c'est une supposition, que derrière, tout à coup, il y a une crainte que si, tout à coup, on octroyait systématiquement des visas humanitaires à des femmes afghanes, l'Afghanistan se viderait de ces femmes pour venir en Suisse. Je pense que il y a une réalité géopolitique qui n'est pas propre à la Suisse, mais qui est propre à l'Europe, avec des pays qui se ferment. Et je dis toujours, et encore une fois, là je ne suis pas très médecin, mais je pense que quand on fait le métier que je fais, la géopolitique, c'est notre fonds de commerce derrière. On doit expliquer aux patients, et il n'y a pas un politicien qui se fait élire sur la base de sa politique d'asile. Il faut être conscient de ça. Donc là, vous êtes tous convaincus, j'en suis sûre, dans la salle. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui votent UDC ou MCG dans cette salle, mais allez convaincre vos voisins de palier, je sais pas quoi, les parents de l'école, etc. C'est ça qu'il faut faire. Si vous voulez que ça bouge, moi en plus je suis française, donc je veux être en Suisse, mais si vous voulez qu'un jour les choses bougent, et on a la chance d'avoir en Suisse une démocratie directe comme ça, il faut convaincre tout le monde que les réfugiés, c'est pas des méchants, ils vont pas manger le pain de la Suisse. Par contre, ils vont sans doute faire des boulots que plus beaucoup de Suisses font. Carler, par exemple, comme disait dans le film, ici il faut un diplôme pour aller nettoyer les chiottes.
Oui, bah effectivement, si vous regardez, moi si je regarde à l'hôpital, les personnes qui sont les nettoyeurs souvent dans nos unités, c'est souvent des enfin des gens qui ont un statut de réfugié. Maintenant, si je prends plus ma casquette de médecin, bah, évidemment que c'est une souffrance incroyable, ça dure tellement longtemps, les gens se découragent, il peut y avoir des tentatives de suicide. Enfin, on en parle dans le film, hein, quelqu'un à un moment lui dit « Non mais suicide-toi plutôt que de te plaindre toujours, etc. » Dieu merci, il y a des psychiatres et c'est assez drôle le moment où il parle de son psychiatre, où finalement il dit « Ah mais le psychiatre, il dit plus rien. » Alors on ne sait pas si c'est le fond de la psychothérapie ou si c'est le ressenti du patient, et on pense que c'est le ressenti du patient. Mais oui, ce qui est évoqué dans le film, c'est une réalité qu'on côtoie tous les jours. Et c'est compliqué de comment est-ce qu'on maintient les personnes encore, je parlais de résilience tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive encore à alimenter cette résilience quand ça fait 2 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans qu'on attend une procédure de regroupement familial, qu'on essaye avec les juristes gratuits, avec les juristes qu'il faut payer, ça marche toujours pas et il n'y a pas toujours un politicien qui débloque la situation. Parfois peut-être ça peut marcher, mais c'est pas toujours le cas. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour tout le monde et le truc qui est vraiment idiot, c'est que ça ralentit l'intégration. Bien évidemment, et c'est ce qui est évoqué dans le petit fascicule là, de l'ODAE, c'est que finalement, être en famille, en exil, bah, c'est plus facile de s'adapter en famille, c'est plus facile d'avoir quelqu'un à côté de soi qui comprend, qui a sa culture, d'avoir ses enfants, de voir que finalement, si soit on a des enfants ici, soit les enfants nous rejoignent, on voit la petite qui parle allemand, qui a des copains d'école, etc. Et ça, bah, j'entends, ça vous motive quand vous êtes père ou mère de famille, on sait pourquoi on se lève le matin, même si c'est pour aller balayer les cabinets, on sait pourquoi on se lève, on a sa famille et on se dit, et beaucoup de mes patients me disent, mais moi je pense que mes enfants, ils auront une meilleure vie que moi. Et c'est aussi pour ça que je le fais. Et il le dit bien, hein, le père, la petite, tu vas faire des études, la petite dit à son frère, bien, puis tu verras, tu iras à l'école, etc. Tu grandiras dans une société où c'est plus facile pour les femmes, ce que dit la petite fille. Et voilà, j'ai déjà trop parlé, donc je m'arrête. Bon, ça va. Tu voulais réagir? Non, ça va. Non, d'accord. Abdelkader, toi tu m'expliquais hier au téléphone que voilà, tu as parlé un peu concrètement de comment ça s'est passé. Est-ce que tu veux nous partager aussi un peu ce que tu as dû traverser, 7 ans d'attente, c'est long. Comment tu as vécu ça? Oui, bien sûr, c'était long. En plus, il y a des moments qu'on est désespéré. Il y a des moments qu'on a des réponses négatives. Il y a des moments qu'on a des réponses un peu positives. Donc, entre la vie quotidienne d'ici, entre les procédures, entre la famille qui est loi, c'est-à-dire on doit gérer tout en même temps. Entre l'intégration aussi, parce que si on ne s'intègre pas, même si la famille arrive, se passe 10 ans sans s'intégrer, c'est pas facile. Déjà pour travailler, déjà pour vivre et faire sa vie normale ici, comme tout le monde. Et après, voilà, tout le pensée, c'est à la famille pendant la procédure. Mais moi-même, mes collègues de travail, ils constataient ça, ils me disaient, des fois, tu n'es pas présent, des fois, tu es là, mais on ne sait même pas, tu penses à quoi? Ben, je leur disais que je pense à ma famille. Et surtout, dans la région où ils étaient, et dernièrement, où il y avait la guerre, bah là, peut-être les nuits même, et je dormais tard pour suivre qu'est-ce qui se passe là-bas. Des fois, il n'y avait pas d'internet. Pendant 1 mois ou 2 mois, il n'y avait pas d'appels. Donc, pendant une situation comme ça, en même temps aussi, moi, je me rappelle, la guerre au Soudan était déclenchée. C'était juste 1 mois avant mes examens de CFC, mes examens finaux. En plus, moi qui n'étais pas scolarisé ici en Suisse, oui, j'ai fait un CFC de Carlor, c'est pas quelque chose de... Voilà, mais après aussi, j'ai dû faire un double travail, j'ai dû refuser, mais quelqu'un qui a des enfants en bas âge, même pas de 3 ans et de 5 ans, dans un pays où il est en guerre totale, comme le Soudan, malheureusement on ne parle pas, mais c'était une guerre totale vraiment qui était déclenchée dans la capitale, et qui continue toujours, mais personne n'en parle.
Et donc c'était difficile pour moi de gérer. Surtout, comme je vous ai dit, je suis carreleur. Carreleur, c'est un métier de définition, de précision. Je dois concentrer à mon travail. Des fois, je travaillais tout seul dans des chantiers, j'ai dû faire des travaux. Je n'avais pas droit à l'euro. Mais moi, croyez-moi, la journée, je passais la journée en regardant mon téléphone, en attendant des emails. Est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et vendredi, et j'aimais pas vendredi après-midi parce que c'est le week-end. Le week-end, pas de réponse, il n'y a pas de... Les bureaux sont fermés et je détestais le week-end. Les gens profitent du week-end, mais moi, je détestais le week-end, vous voyez. Et donc, j'attendais lundi matin, et lundi matin, c'est 9h, les bureaux ne sont pas encore ouverts. Imaginez que quand on passe sa vie, 7 ans comme ça, en attendant, en plus de ça, on doit faire la vie ici comme tout le monde. Comme normal, je suis un résident, j'ai des charges à payer, d'assurance, de loyer, de tout. En plus de ça, des frais aussi, des frais pour l'avocat. Et des frais, l'argent aussi, on voyait pour la famille aussi, pour se nourrir. Donc ce n'était pas facile, mais j'avais pas le choix que rester solide, motivé, parce que je savais un jour ou l'autre ça va le faire. Pourtant que des fois j'étais désespéré, mais vraiment j'ai passé des moments difficiles. Même, j'arrive pas à l'oublier, même ils sont là aujourd'hui, mais j'arrive pas à l'oublier. Vraiment ça va rester, moi je pense que ça va rester à vie. On est quand même dans un moment politique assez compliqué quand on parle de regroupement familial. Marc l'évoquait en introduction. Enfin, le regroupement familial, ça a toujours été un outil, une sorte de robinet des politiques d'asile et des politiques migratoires pour tenter de contrôler l'immigration. Je pense au statut de saisonnier, bien sûr, où les personnes ne pouvaient pas faire venir leur famille. Ces derniers temps, on constate une nouvelle attaque de la droite et l'extrême droite sur ces questions-là, sur les questions de regroupement familial, avec cette volonté, il y a eu cette volonté politique d'interdire le regroupement familial à toutes les personnes qui avaient une admission provisoire. Heureusement, c'est pas passé, mais c'est des attaques récurrentes. Et du coup, je voulais un peu te donner le mot de la fin de notre petit tour de table, mais te demander, toi, Abdelkader, si tu avais ces responsables politiques-là, ou même tous ceux qui suivent sans forcément bien comprendre ce qui se passe et de quoi on parle, si tu les avais en face de toi, là, dans cette salle, qu'est-ce que tu leur dirais? Oui, bien sûr. Si j'ai un politicien devant moi ou bien un collaborateur ou collaboratrice de CM ou de l'ECPM, j'ai des choses à dire. D'abord, de dire que les réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui ont un statut de réfugié, mais ils sont résidents, ils font partie de la société, ils travaillent, ils cotisent, ils participent à la vie économique, ils ont une vie comme tout le monde. En plus de ça, quand il s'agit de regroupement familial, c'est-à-dire qu'il y a une famille qui est séparée. Et séparée, souvent les familles se trouvent dans les régions de guerre, dans les régions de conflit. Donc je dirais aux politiciens, aux autorités, je dirais qu'ils soient plus flexibles face à la situation des familles qui sont en danger et de penser plus à la vie des femmes et des enfants qui sont en danger. Et d'essayer aussi de solliciter et de ne pas durcir surtout jour après jour la politique migratoire, parce que là les victimes sont réfugiés. Ils sont déjà victimes parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils ont fui leur pays, ils ont vécu des choses. Mais en arrivant aussi, les gens ailleurs, ils ne pensent pas que c'est difficile le regroupement familial. Même les gens ailleurs, ils croient que quelqu'un qui est ici, il faut faire venir son père, sa mère, ses cousins, cousines. Mais même pas, ils n'arrivent même pas à faire venir leurs enfants, ils grandissent ailleurs. Il y en a qui dépassent 18 ans, ils n'arrivent pas à venir de tout. Et surtout, j'ai tout me pensé aux gens qui ont le statut admis provisoire, permis F, là ils sont bloqués totalement. Moi, malheureusement, j'ai eu le permis de réfugié. Ok, j'ai pas eu le regroupement familial facilité asile. Mais c'est-à-dire, si je trouve un travail tout de suite dans l'année 2018, je refais revenir le regroupement familial. Pourtant que c'est pas facile de trouver un travail. Donc pour les jeunes permis F, déjà ils doivent attendre 3 ans sans rien faire. J'ai tous mes pensées à eux et je leur dis courage. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir ou dire encore quelque chose avant que je passe la parole au public? Du coup, je repasse la parole au public. S'il y a
des réactions, des questions, des commentaires, n'hésitez pas. J'aimerais poser la question à Abdelkader, c'est ça? Oui. En tant que réfugié. Que pensez-vous de l'interdiction de travailler pour les réfugiés? De travailler tout de suite? Après, chaque pays est souverain, chaque pays a son loi, mais je trouve que si on demande quelque chose, si on demande qu'ils soient indépendants financièrement, on doit autoriser le travail tout de suite. Et si on leur interdit de travailler, on ne doit pas demander l'indépendance financière, parce qu'il y a ceux qui sont impossibles, donc je trouve que c'est injuste. Avez-vous l'impression qu'en Suisse romande, on n'apprend pas vite le français aux réfugiés, alors que ce qu'on a vu dans le film, on avait l'impression que le suisse allemand ou l'allemand était assez vite et assez bien enseigné ou appris en tout cas? Oui, on discute même entre nous ici comme des réfugiés. Et après moi, depuis mon arrivée, je suis toujours à Genève. J'ai fait quelques voyages avec Zurich. Là, oui, j'ai constaté moi-même. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais les gens ils disent, c'est pas seulement en Suisse romande, c'est pas seulement en Suisse allemand, mais ils disent même à Lausanne, ils ont un système qui est mieux pour s'intégrer, pour faire intégrer les réfugiés, qu'ils ont un centre de formation. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, j'avais 24 ans. J'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école parce que j'étais major. Donc, j'étais allé dans le centre de formation d'hospice général, qui était 12 heures ou 3 heures par jour. Pour moi, ce n'était pas assez. Mais moi-même, j'ai fait des efforts. J'ai suivi des cours avec des bénévoles. Surtout, j'ai remercié les citoyens de Versoix, parce que moi, quand je suis arrivé au Suisse, j'habitais à Versoix, dans le PC, ce terrain. Pourtant que c'était difficile, mais c'était à côté de nous. Il y avait des cours à droite, à gauche, presque tous les jours. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'apprendre le français. Et ça reste des efforts personnels. Donc oui, et ça c'est vrai. Moi aussi, moi-même, j'ai constaté. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais malheureusement, oui. Bravo. En tout cas pour votre français. Bravo. Oui, je tenais juste à faire une petite précision. Les personnes réfugiées, donc avec un permis B réfugié ou F réfugié, peuvent travailler, mais le problème se pose à mon avis à un autre niveau, parce que les employeurs ne sont pas forcément au courant de ça, et ils sont très réticents à engager des personnes qui ont un permis B réfugié, pour des raisons peut-être aussi d'ignorance de ce que ça veut dire, et du fait que c'est des permis quand même qui sont pas temporaires. En fait, la personne reste avec ce permis très très longtemps, et donc c'est vraiment un peu toute la société et toute la manière dans laquelle la société est construite qui fait si que c'est extrêmement difficile de trouver un travail, mais la loi ne l'empêche pas. Voilà. Peut-être ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que probablement en Suisse allemande, il y a plus d'emplois dans de l'industrie. Dans le canton de Genève, on n'a pas beaucoup d'industrie. Et moi, je me souviens avoir discuté avec des collègues qui travaillent en Suisse allemande, et leurs patients, le matin, ils travaillent dans une usine, alors, assez rapidement, et puis il y a des cours de français l'après-midi. Donc il y a quelque chose probablement de plus pragmatique, mais il y a une réalité aussi locale de l'emploi à Genève qui est que c'est plus compliqué. Et puis, je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a une sorte de dualité comme ça, où on conseille, et c'est sûrement bien de faire une formation, de faire un CFC, d'avoir un diplôme, c'est vraiment bien, parce que ça permet d'avoir un bon emploi, d'être bien payé, etc. Puis en même temps, c'est ce qui est dit dans le film, les gens, ils veulent avoir de l'argent rapidement, il faut rembourser le passeur, il faut envoyer de l'argent à sa mère, sa femme, les enfants qui sont malades, payer les soins, etc. Et puis, d'un autre côté, on leur dit non, mais allez d'abord apprendre le français. Donc, il y a quelque chose d'une sorte de dualité qui n'est pas toujours très cohérente. Et ça revient à cette boutade qui, moi, vraiment m'a frappée, où dit ici, même pour être nettoyeur, il faut un diplôme. Mais il y a 40 ou 50 ans, quand on avait plein de gens qui sont arrivés plutôt de pays d'Europe, ils n'avaient pas de diplôme, et ils sont intégrés directement par le travail. Alors, c'est très bien d'avoir un diplôme, mais il faudrait pouvoir faire quelque chose un apprentissage. Bon, on a au moins une forme de rémunération, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas forcément rond ici, d'une manière générale. Il y a d'autres questions, commentaires?
Bonsoir, je suis Elisa de l'ODA Roman. Merci beaucoup pour vos interventions aux 3, 4. Je voulais juste profiter, parce que je vois qu'il y a des gens qui partent, pour rappeler que les rapports violets, là, voilà, ils sont disposés à l'entrée, que vous pouvez vous servir, c'est gratuit. C'est le rapport qu'on a fait sur le regroupement familial, auquel d'ailleurs Sophie Durieux, Mélissa Bertholz et Raphaël Ray ont contribué avec d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous servir, à en prendre, à en distribuer. Et il est aussi en libre accès sur notre site internet si jamais. Voilà. Encore une question peut-être? Moi, j'ai une question, je profite de votre présence, que les HUG ce soir. C'est aussi, nous on fait face du coup. Je parle, encore une fois, je ne parle pas au nom des HUG. Hein. Je crois que c'est important. Je vois, il y a d'autres médecins dans le public peut-être qui veulent prendre la parole, mais alors nous on fait face à cette réalité de le monde en mondante qui ont ces difficultés, il y a des frustrations qui doivent venir pour continuer leur intégration, même en pensant à leurs proches qui sont loin. Avez-vous des outils ou comment soutenir en fait aussi pour qu'ils tiennent, quoi, qu'ils peuvent continuer ce chemin, et puis comment nous, on peut nous outiller pour accompagner ces personnes mieux? Alors, moi, je dirais que le premier outil, c'est vraiment un environnement psychosocial favorable. C'est pas seulement le médecin, le psychiatre, les médicaments, la thérapie qui va aider. C'est d'avoir un environnement, vous citiez Versoix Accueil, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Bah, au tout début, vous étiez dans un abri PC, c'était dur, mais il y avait des gens, des citoyens genevois qui venaient, vous emmenaient peut-être de sortir dehors, parce que bah, voilà, un abri PC, même en plein hiver, qu'est-ce qu'on va faire? J'entends au bord du lac à Versoix, on se les pèle. Bah, par contre, vous aviez des citoyens qui venaient, qui vous proposaient des cours de français, peut-être un verre de thé ou je sais pas quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment le premier élément. Le soutien par l'environnement psychosocial, d'autres citoyens, des activités aussi. On voit hein, aussi dans le film, bon alors il soulève de la fonte, on a peur qu'il se la fasse tomber sur la figure, mais le sport, des activités sportives, ou ça peut être des activités culturelles, ça peut être, je sais pas, de la broderie, du tricot, etc. Mais s'occuper, et ça et avec du soutien, c'est pas s'occuper, bon, le sport tout seul, souvent les gens disent on veut faire du fitness. Le fitness, moi je trouve que c'est pas génial, parce qu'on est tout seul dans un club de sport, à non-stop gym, à soulever de la fonte. On ne parle pas beaucoup aux voisins, d'ailleurs il dit, hein, je peux pas parler, j'aspire. Donc c'est pas la meilleure chose. Mais si vous avez des clubs de foot, des activités sportives, etc., ouvrez-les, quoi. Ouvrez-les à des réfugiés, proposez des activités. Il y a un certain nombre de structures associatives à Genève. Souvent elles manquent de bras, elles manquent de bénévoles. Donc s'il y a quelque chose à faire, je pense que ça c'est le premier élément. Et puis évidemment qu'il y a la composante médicale, médico-infirmière, avec des thérapies, mais finalement on adresse aussi un certain nombre de nos patients à des psychiatres ou à des psychologues. On ne les adresse pas tous, parce que sinon les psychiatres crouleraient sous le travail. Il y a quelque chose d'un accompagnement, d'une forme de validation de la souffrance. Nous, on ne dit pas, oui, oubliez, ça c'était un peu étonnant dans le film, il dit, le psychiatre a dit, il faut juste oublier. Moi, ce que je dis aux patients, c'est, non, oublier, c'est ce que vous voulez, mais ça ne marche pas, on n'oublie pas des trucs pareils. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que ça soit derrière, ça fait partie de vous, mais vous arrivez à continuer à avancer. Et ça, je crois que c'est vraiment un message à transmettre, et que tout le monde peut transmettre. Non, on ne va pas oublier les trucs atroces, les coups qu'on s'est pris sur la figure, les tortures, etc., la guerre, l'exposition. On ne va pas oublier, on va peut-être encore faire des cauchemars, mais petit à petit, on en fera moins, et ça ne reviendra pas toute la journée dans la tête. Et je crois que ça, c'est un message qu'on peut transmettre. Merci. On a une dernière question là-haut. Moi, je vous propose de prendre une dernière question. Après, pour ceux et celles qui voudraient, on a réservé quelques places à la Jonquille. On pourra poursuivre les discussions et autour d'un verre, si ça vous va.
J'ai une question, mais c'est aussi une sorte de suggestion, vu que les personnes qui travaillent sur ces questions-là sont réunies, comme Lauda et Lisa, des juristes, médecins. En fait, moi, je filme cette problématique. Moi-même, je suis immigrant, étranger, mais pas requérant d'asile. Et donc, du coup, quand j'ai suivi des cas de requérants d'asile, déboutés, non traumatisés, mesures urgentes, vous connaissez tout ça mieux que moi. Et en fait, ça me revient quelque chose que ça vous revient aussi certainement, c'est la question de l'État suisse, il fait une sorte de torture psychologique. Okay? C'est une persécution d'État. Et donc du coup, ça on le sait tous. Là, on voit quelques cas, mais on connaît des cas encore plus hardcore, où on les fait partir aux gens. Et aussi la question de la séparation de l'enfant. On vous donne un permis F, mais attendez 300. Okay? Donc ça, c'est une torture psychologique. Vous connaissez mieux la définition que moi sur les tortures et la persécution d'État. Donc du coup, moi, j'arrivais à penser, ok, une personne qui a demandé l'asile pourrait aller à Canada et dire qu'il était persécuté par l'État suisse. Vous voyez, c'est sarcastique. Mais pour aller venir une question plus sérieuse, les rapports de pouvoir, madame, aller à parler nos voisins, ça ne marche pas. Et donc, immédiatement, c'est comment faire comme pour la lutte du climat, vous voyez. Aller à la justice à Strasbourg, la Suisse a eu des condamnations. Et donc, du coup, est-ce que vous avez déjà eu cette idée de creuser la question de condamner la Suisse par persécution, par torture psychologique, en fait? Ceux qui sont, comme je l'annonce, ça sonne absurde, mais en fait, on est dans une situation où là, je vois, c'est une persécution, en fait, c'est une torture psychologique. Alors oui, alors si je mets ma casquette de militante, je suis complètement d'accord avec vous. Hein, c'est une torture psychologique ce qu'on fait vivre aux gens ici. Par contre, on va dans les procédures, c'est un peu, il faut respecter quand même un certain cadre, certaines règles. On n'est pas encore allé en procédure contre la Suisse pour la torture psychologique subie en Suisse à cause de la procédure. Mais par contre, oui, on va parfois aux instances internationales, je vais utiliser les acronymes, mais bon, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, au CAT, le Comité contre la torture. Donc, on va aux instances internationales, surtout dans les cas où on pense que le renvoi de la personne va le rétorturer une deuxième fois ou va l'exposer concrètement à des dangers physiques ou psychiques. Et donc, dans ces cas-là, on peut aller aussi aux instances internationales. Et puis là, effectivement, on fait des procédures contre la Suisse. Mais par contre, c'est intéressant comme raisonnement que vous portez aujourd'hui comme suggestion. On va y réfléchir. Peut-être ajouter que dans le cadre du regroupement familial aussi, il y a quand même plusieurs cas qui sont régulièrement portés contre la Suisse, mais aussi d'autres États européens auprès de la Cour EDH qui, en l'occurrence, a fait avancer certaines choses, mais c'est des petits pas de fourmi. Par exemple, tu expliquais qu'on est passé de 3 à 2 ans de délai d'attente pour les personnes qui ont un permis F. Ça, c'est suite à un cas au Danemark où la Cour européenne a jugé que c'était trop long d'avoir 3 ans. Mais on y va pas à pas. Après, il n'y a peut-être pas des condamnations qui sont faites comme ça, mais il y a quand même différents... il y a les cours et puis il y a aussi les comités. Il y a des examens périodiques de la Suisse devant certains comités onusiens. Et là, généralement, la société civile vient avec ce type de problématique, que ce soit du regroupement familial, du temps d'attente, de plein de choses, pour essayer de dénoncer ça. Mais le droit international n'est pas toujours non plus le sésame qui permet de tout débloquer. Allez, une petite dernière. Moi, je voudrais d'abord vous remercier énormément pour cette présentation, pour votre témoignage, pour le film. Et puis, personnellement, je me suis beaucoup occupée de personnes ukrainiennes qui venaient. Et j'ai été très touchée par le côté psychosocial dont vous parliez, madame. Moi, je crois effectivement... Alors, je ne connais rien au niveau juridique et puis je fais confiance aux personnes qui sont là pour savoir s'il faut ou non se plaindre, faire des condamnations de torture, etc. Mais par contre, je crois énormément
et pour avoir entendu beaucoup de personnes ukrainiennes dire « mais c'est difficile de parler avec les gens ici à Genève, parce que tout le monde rêve d'aider, mais au fond, peut-être qu'il ne faut pas penser que institutionnaliser, mais simplement dans notre vie quotidienne. » Et moi, j'accompagne beaucoup, je prends mon temps libre, parce que c'est devenu des personnes, des amis, en quelque sorte. Et je crois à, comment je dirais, une création, enfin pas une création, mais essayer de créer un... C'est pas les étrangers et les autres. Peut-être parce que moi-même, je suis fille d'immigrés et que j'ai, à un moment donné, je souffrais de... À un moment donné, la porte se ferme. On fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, mais la porte se fermait et on était seuls. Et du coup, moi, j'essaye de donner ce qui m'a sensibilisée, parce qu'entre-temps, j'ai eu la chance d'être soutenue, d'avoir des parents qui étaient là. J'ai pas eu ce problème de séparation. Mes parents l'ont eu, mais pas moi. Et j'ai grandi et je suis devenue psychologue. J'essaye, même dans mon quotidien, de tout simplement donner et de recevoir aussi beaucoup. Voilà, c'est ce côté psychosocial que je veux soulever, non institutionnalisé, parce qu'on a toujours tendance à chercher, à se tourner pour chercher je ne sais pas quoi, mais chacun d'entre nous, je pense, connaît beaucoup de personnes et peut-être qu'on peut les inviter, on peut les accompagner. Moi, j'accompagne des personnes à l'hôpital parce que malgré toute la bonne organisation, malgré tout, on peut dire beaucoup de choses sur les HUG, mais c'est vrai qu'il y a une sacrée organisation pour essayer de trouver le traducteur, pour que la personne parle, etc. On ne le sait peut-être pas non plus. Mais il y a encore le tissu familial, enfin c'est quelque chose de quelqu'un qui est ici et puis qui essaye de faire comme si c'était quelqu'un de la famille. Et ça, je crois que c'est très important, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Une dernière réaction ou... Moi, je peux que vous applaudir de faire ça et encourager tout le monde à le faire. Je pense vraiment que c'est le premier traitement du stress post-traumatique. C'est ça, c'est le soutien par l'environnement psychosocial. Alors ça peut paraître un mot compliqué, mais par l'environnement, et l'environnement, c'est le voisin, c'est effectivement quand on voit quelqu'un perdu dans la rue, lui dire est-ce que je peux vous aider, etc. Et on peut dire oui, c'est le travail de l'État, mais l'État, c'est nous aussi. Hein. Et donc, c'est le travail de chacun. Donc, personnellement, bravo de faire ça. Et encore une fois, c'est aussi, et vous avez dit que vous étiez sensibilisé par votre propre parcours, tout le monde ne l'a pas été, et c'est d'essayer de sensibiliser son voisin, le prof de l'école, ou que sais-je, ou voilà. De discuter avec, je sais pas, sa régie, ah bah oui, tiens, moi j'ai quelqu'un qui cherche un logement, on sait comme c'est difficile de se loger à Genève. Enfin, il y a vraiment cet aspect-là qui me semble extrêmement important. C'est pas que l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde. La question de la migration et plus particulièrement la question de l'asile. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être venu ce soir et pour toutes vos interventions et réflexions. Merci à toi aussi, là. Pour les intéressés, on peut poursuivre un moment à la Jonquille dans quelques instants. Le temps d'y aller. Le premier arrivé peut occuper la table.